Comment vous vous définissez? Simplement artiste? Ou chanteuse? Ou bien actrice? Quelle femme est-elle? C'est une question difficile à répondre parce qu'elle est tellement multiple, quoi. Elle le dit elle-même, je n'ai pas de personnalité. Il se trouve qu'elle en a une multitude. Un cœur et un esprit très lourd. Voilà, c'est la grâce. Et moi, là-dedans, quel être suis-je? Qu'est-ce que je dois être? J'ai vécu dans cette maison quand même 18 ans de ma vie, avec une vie qui était tout de même les étrangers au Mexique. Et en même temps, je me sentais, moi, toujours si proche de ce peuple. C'est resté le peuple qui m'émeut. Je m'identifie quand je suis au milieu d'une foule mexicaine. Étrangement, je suis blonde et j'ai toujours été regardée, vue comme une étrangère. Et moi, je me sens complètement appartenir à cette culture, à cette sensibilité. Je suis profondément mexicaine. Des ambassades extrêmement cultivées, avec des gens très brillants à la maison, parce que moi je n'aimais que la calle, moi j'aimais la population, nativos, j'aimais jouer dans la rue, pieds nus avec les enfants. À leur table, vos parents reçoivent des invités exceptionnels, des intellectuels, des artistes. Vous entendez de loin des conversations sur l'art, la politique. C'est vrai que je me sentais, moi, comme une espèce de misérable petite souris qui n'était pas à la hauteur de tous ces gens tellement brillants, tellement exceptionnels, tellement forts. Ne serait-ce que mes parents. Mon père était quand même un homme qui était d'une très grande beauté, d'une très grande force, mais aussi d'une très grande insolence. C'était un peu grand seigneur méchant homme, avec une vie de grand égoïste, très extravagant déjà dans ce pays du Mexique. Je n'étais pas dans un milieu sage et bourgeois, une famille normale. Vous êtes bombardé par des esthétiques contradictoires. Vous vivez avec les dieux et leurs légendes. Avec votre frère, vous suivez votre père dans des fouilles archéologiques. Votre père aime chez vous ce côté téméraire, il le cultive. Il vous veut toujours plus forte, plus courageuse. Enfant, vous êtes déjà une aventurière. Chaque année, vous vivez une autre magie tout aussi passionnante,
la France. Vous passez vos vacances dans l'incroyable château de Chintré, chez vos grands-parents. J'étais quand même quelqu'un de très gâté. C'est vrai que ma marraine habitait l'hôtel Ritz et ma grand-mère habitait Versailles. Donc pour moi, la France, c'était vraiment quelque chose de... Il fallait déjà traverser dans les clous, ce qui me paraissait une aberration. Alors tout ça, est-ce que ça fait quelqu'un qui est adapté au réel? Je ne sais pas. Votre grand-mère, Mana Garot-Dombasle, est votre modèle absolu. Écrivaine, poète, c'est un personnage fantasque. Elle a pour amis de grands noms des arts et des lettres. Paul Claudel, Max Ernst, Tamara de Lempicka, Isadora Duncan. C'est elle qui vous révèle votre première vocation, la danse. Pour moi, la danse a tout de suite été quelque chose d'extraordinaire parce que c'est la première fois où on est, en tant que toute petite fille, j'ai commencé vers 6 ans, c'est comme un oiseau à qui on apprend à voler. Et notamment, c'était la première fois où je suis montée sur scène chaque année, à Auditorio Nacional de México. Ma première scène, c'était des ballets. On ne trouve pas, je vous l'assure, nulle part au monde une belle comme moi, qui soit si jolie. Cette première passion est fondatrice. Vous gardez la rigueur, la discipline et le goût des acrobaties. De campette, de fées, de genoux bien galbés, une taille de guêpe, une croupe bien faite. Mais dans tous les contes de fées, il y a un événement tragique. À 11 ans, la vie de la petite fille bascule. Votre mère est emportée par une longue maladie. Vous rejoignez quelques mois votre grand-mère en France. À votre retour au Mexique, votre père a refait sa vie. Il vous impose sa nouvelle femme et vous interdit d'évoquer le passé. Il y avait cette négation de l'existence de ma mère. J'avais même pas le droit de prononcer son nom. Elle était bannie. On vous demande de sourire, d'être légère. Vous n'avez pas le choix. Votre père peut se mettre dans des colères terribles. Votre seule issue devant cette belle-mère écrasante, c'est de jouer votre premier rôle, l'enfant heureuse, l'enfant parfaite. Donc j'avais ces deux figures de femmes comme modèle. Et je me disais, voilà, la bonté, la grâce, l'harmonie, la douceur, eh bien, elle meurt. En revanche, la guerrière, intrépide, arrogante, belle, talentueuse, elle survit, elle écrase tout. Et moi, là-dedans, quel être suis-je? Qu'est-ce que je dois être? Et c'était une interrogation qui d'ailleurs me poursuit toujours. À 18 ans, vous prenez le nom de votre mère et décidez de lui offrir la vie qu'elle n'a pas eue. Vous dites souvent qu'elle vit à travers vous. Vous devenez Ariel Dombasle. C'est là où on décide de construire une vie qui soit forgée de fiction et de créer le monde dans lequel on veut être. Et comment est-ce qu'on crée ce monde? En étant d'abord soi-même un instrument perfectible et fort, capable d'entrer dans la fiction, avec violence, avec force, avec confiance en soi. « 1976, Paris. Dans la vie lumière, tout semble possible. Vous enchaînez les cours de théâtre, de danse et surtout de musique au conservatoire où vous travaillez votre voix. Vous commencez à vous confronter au métier avec les premiers castings, mais vous êtes encore l'étrangère. Vous ne connaissez personne. Trop blonde, trop maigre, trop romantique. Les premières auditions ne sont pas concluantes.
jusqu'au jour où vous vous présentez devant la caméra d'un cinéaste prestigieux, séduit par votre étrangeté et votre voix. Car ce jour-là, c'est la comédienne chanteuse qui est choisie par Éric Rohmer. De ces larmes toute la face. Rohmer est la première personne qui me regardait et qui m'est regardée en se disant eh bien, cette fille est intéressante. Elle n'est pas cette image de poupée aux longs cheveux, etc. Elle est autre chose aussi. Si Éric Rohmer avait compris le génie bien particulier d'Ariel, le cinéma plus conventionnel avait du mal à gérer le personnage d'Ariel. Et au fond, elle n'était pas forcément très populaire auprès du public. Et elle obtenait ses rôles à sa capacité à séduire les gens qu'elle rencontrait, c'est-à-dire les gens de cinéma. Égérie de Rohmer, vous commencez votre métier de comédienne avec un cinéma d'auteur exigeant. Vous tournez avec Alain Robbe-Grillet, Roman Polanski ou encore Raoul Ruiz. Alors que votre carrière commence, la jeune fille vulnérable que vous êtes est seule à Paris. Vos amis sont les amis de votre grand-mère, et ce n'est pas un hasard si vous rencontrez un homme, le docteur Paul Albout, un médecin charmeur, joueur, de 30 ans votre aîné. Un grand séducteur qui aime les femmes. Brigitte Bardot, Jane Fonda, Raquel Welch. Vous l'épousez clandestinement. Cette relation vous éloigne plusieurs années de votre père. C'était vraiment pas le rêve pour un père et qui avait son âge et qui avait une réputation de si grand don Juan, etc. C'était pas le gendre idéal, ça c'est sûr. C'est dans l'appartement du docteur Albout que vous commencez à faire votre premier film Chassé-Croisé, comme un film d'art et d'essai. Et il y avait cette salle de bain avec ce sol et qui a beaucoup compté pour le film Chassé-Croisé. Vos amis et quelques-unes de vos jeunes relations font partie du casting. Polanski, Rohmer, Jean-Pierre Calfon, Pierre Clémenti. En tout cas, il combine bien ses coups. Mes amis, je vous emmène au spectacle. J'avais à cette époque une salle de cinéma et donc nous avons montré Chassé-Croisé. Et il y avait à cette époque toute une frange de cinéma, j'allais dire de cinéma alternatif, qui était montée d'une manière sauvage, et qui fait que c'était des films généralement assez pauvres, mais qui avaient une réalité importante. Et le film d'Ariel relevait de ce type de production. En même temps, c'est un cinéma qui mériterait certainement aujourd'hui d'être présenté dans une rétrospective, car c'est un cinéma qui était en quelque sorte branché sur cette époque-là, et où il y avait une sorte de pulsation de vie que l'on ne trouve pas dans les trois quarts des autres films dits classiques qui étaient produits à cette époque. Regarde ces petites feuilles. Je me demande pourquoi elles sont crèves. C'est fragile, c'est fragile. Mais les gens de la Nouvelle Vague disaient qu'on fait toujours le même film éternellement et que c'est des choses qui se répètent, les obsessions, ce qu'on est. Moi, ça a toujours tourné vers la sensualité, le mysticisme, le grand mystère du monde et des tractations, des mécaniques très complexes dans lesquelles on est et qui nous jouent à notre insu. C'est comme ça que je vois le monde d'ailleurs. C'est au Mexique que vous avez découvert les églises comme un refuge après la disparition de votre mère. Le mystique, l'esthétique baroque font encore aujourd'hui partie de vos influences majeures. Ce visage qui souffre, ce visage d'homme qui donne sa vie pour le monde, ça a toujours été pour moi le sommet de la beauté. Voilà, c'est une mystique assez naïve, mais dont je suis infusée. Oui, cette image fait partie de vous. Un matin, en passant devant la librairie Lamartine, vous êtes littéralement happé par un visage qui vous bouleverse et réveille en vous des émotions inattendues. You saw him? Yes. On the cover of a book? Yes. His first book, I think.
Yes, that was in 79. 79. And I said to myself, I can't believe this face exists. That's the man I always dreamed of. How did you know? Because I just saw that image, and for me, he was like the Christ. He had something like sorrow in his eyes, and I thought, I'm the only one who can save him. You thought that? Yes, I thought that. C'est vrai que c'est comme une fatalité quand l'amour vous tombe dessus. Je savais d'avance que ça allait être une histoire, mais passionnelle, terrible, ravageuse, bouleversante, immense, que je serais assassinée par ma propre histoire, que ce serait beaucoup de tourments, que ce serait des extases incroyables, de la passion. So what did you do? Well, I tried first to read him and to know more about him. Yeah. So I thought, oh, he's an intellectual and he's such a philosopher. And I think, oh, I'm an exotic creature coming from Mexico and I do all kind of mistakes when I write. He will never love a girl like me. I'm such a sucker for a love story. Tell me more. And so I arrived at that book cultural center, and he was surrounded by many, many women. And Bernard-Henri always say he saw like that, the sea parting in the Bible, and I arriving like that. And I gave him my book in a very sort of awkward way, and I say, oh, I would love, I'm playing in the theater, some Kleist, La Petite Catherine de Heilbronn, would you come to see me? And he just looked at me on a glance like that, and he wrote something that absolutely broke my heart of desire. He just wrote, en attendant, waiting. L'attente sera longue. Il ne se manifeste pas, ne vient pas vous voir au théâtre. Peut-être a-t-il peur? Et puis qu'attendre? La vie continue, les rôles s'enchaînent, vous êtes désiré par de grands réalisateurs. Mais vous n'oubliez pas, et comme par magie, alors que vous interprétez le rôle de Suzanne dans Le mariage de Figaro à Milan, on est tombé juste en face de la Scala, nez à nez comme ça, et voilà, c'était absolument foudroyant. On s'est dit, je crois qu'on se connaît, enfin des choses extrêmement banales et tout ça, et puis il m'a invité à venir l'écouter dès le soir même à sa conférence. Moi-même, je ne savais pas comment m'habiller. Je me suis changée 36 fois de robe. J'ai finalement mis une petite robe en velours noir très courte qui était exactement ce qu'il n'aimait pas, comme une poupée, etc. Mais en même temps, ce qu'il n'aimait pas, mais ce qu'il aimait quand même, puisque l'amour, c'est ça. Oh, c'est affreux. Mais en même temps, j'étais très très heureuse. On ne connaissait que les barman et les liftiers, on n'avait aucun ami en commun, on ne voyait personne. C'était que l'amour fou dans des chambres d'hôtel secrètes. Pendant cette période d'amour interdit, vous commencez une carrière à Hollywood en tournant dans Miami Vice aux côtés de Don Johnson. Vous connaissez un immense succès avec le feuilleton Lace. Vous touchez des milliers de dollars par épisode. Mais la distance est trop douloureuse. Vous arrêtez une carrière internationale pour un amour incertain. Imaginons, par exemple, vous rencontrez un type génial, le rêve de votre vie, et il vous dit, moi, je veux bien me marier avec vous, avec toi, parce que peut-être qu'à ce moment-là, il vous tutoiera. Oui. Mais à une condition, c'est que vous arrêtez votre carrière de chanteuse, de réalisatrice, d'actrice,
Ou alors, deuxième solution, vous ne rencontrez jamais cet homme-là. Qu'est-ce que vous choisissez? Alors bien sûr, je choisis la première solution. Ah! Bien sûr, sacrifice sur l'autel de l'amour. Ah bon? Oui. Je crois qu'Ariel est une amoureuse. Et qu'en fait, je pense que tout ce qu'elle a fait au théâtre, sur scène, au cinéma, dans la chanson, c'était pour en mettre plein les yeux à Bernard. Et je pense qu'en fait, ce qui l'intéresse, c'est Bernard. Ce qui l'intéresse, c'est l'amour. Et que le reste, c'était pour lui dire, tu vois, je suis pas mal non plus, quoi. Voilà. Ce qui est incroyable, c'est qu'à l'époque, j'étais extrêmement fragile et je voulais absolument lui envoyer des messages d'amour codés. Et j'ai tourné énormément de faux films pour aller le rejoindre et ça a été... Et c'est l'amour au poste de commande. Et voilà, ça c'est toujours resté comme ça. Mais pourquoi vous retrouve-t-on en bonne sœur? Si certains films n'existent pas, vous réussissez à tourner Les Pyramides Bleues. Un joli prétexte pour vous éloigner de votre mari. Tout lui laisse croire que vous rentrez dans une période mystique. Tournée en France dans sa ville natale. Elle est dans un couvent. Et on m'a dit qu'elle allait prononcer ses vœux. C'est fait. Quelques mois plus tard, vous quittez le docteur Albou. Tout ça a été un prétexte de se sauver par la création et de se dire que ce qu'on fait par la création arrivera dans la vraie vie. C'était aussi comme la pensée magique un peu. Alors la première fois que j'ai vu Ariel, bon je la connaissais évidemment, elle paraissait comme ça déjà très romantique et très allumée, assez drôle comme personnage. Et je l'ai vue, donc c'était à l'occasion du lancement de la collection Pronuptia. Eh bien figurez-vous que Ariel, eh bien, elle m'a presque converti au mariage, en la voyant tellement convaincue elle-même que le mariage était quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire. J'ai accepté de participer à cette chose de Pronuptia uniquement parce que je savais qu'il y aurait toute cette publicité pour Pronuptia dont j'étais la mariée idéale et pour lui envoyer comme message, et oui, la mariée idéale, c'est moi et l'époux idéal, c'est vous. Après 7 ans d'attente, vous officialisez votre amour le 19 juin 1993 à Saint-Paul-de-Vence. Plus que jamais, vous incarnez la femme. Les artistes vous demandent, votre plénitude inspire les metteurs en scène, les peintres, les photographes, les grandes figures de la mode. Oui, levez le menton maintenant. Pour les créateurs, vous êtes la muse parfaite, toujours prête à incarner la femme fantasmée. On pense tout de suite à Ariel avec des costumes. Et c'est pour ça qu'elle est inspirante et c'est pour ça qu'elle est une muse, parce qu'elle n'est pas dans le réel. Et donc elle en devient surréelle et donc elle inspire les gens dans une originalité que les autres n'auraient pas. Aussi, c'est joli comme des habits. Les éventails, c'est extraordinaire. Magnifique. C'est vraiment beau. Ça fait partie, si vous voulez, comme si, je veux dire, elle rêvait, elle faisait son rêve de petite fille qui était en effet comme toutes ces divas, actrices, cantatrices qui allaient voir le couturier ou celui qui faisait des costumes. Ce que j'adore, c'est que travailler avec elle, c'est un petit peu comme des films que je voyais quand j'étais petit où d'un seul coup ils se réunissaient, ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient rien du tout, mais en fin de compte, allez, on va faire une revue, on va faire un spectacle. Et c'est un petit peu cette espèce d'énergie-là, presque comme quand on débute, quoi, où vous savez, où peu importe, on se lance, on se jette à l'eau et ça va être merveilleux. Voilà, c'est bien, il n'y en a pas trop. C'est très beau. C'est magnifique. Il n'y a personne comme elle, ça c'est sûr.
mais aussi il y a très peu de gens avec une véritable excentricité comme elle a, et une véritable liberté. Alors Ariel, vous n'allez pas être contente. Oui. Mais ce rouge à lèvres, la couleur n'est pas du tout pareille. Ah si, regardez. Et puis je pourrais faire comme ça. Mais on voit bien qu'il ne dépose rien. Ah si, on voit qu'il dépose. Mais il dépose rien. Il dépose vraiment beaucoup. C'est mieux. Il dépose beaucoup, il dépose du plastique. Ariel est un bouillonnement créatif. Alors, c'est un espèce de lutin, comme ça, qui passe d'une chose à une autre, mais tout est toujours fait avec légèreté, avec grande légèreté. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire superficiel, ça veut dire la surface est légère et le reste est profond. Et ça, c'est une grande qualité, surtout quand on a ce type de physique. Elle a en elle cette liberté d'esprit qui lui permet de voir large. Alors on pourrait la cantonner quand on ne la connaît pas, c'est-à-dire à une espèce de romantisme qui pourrait paraître mièvre, mais le romantisme c'est tout sauf mièvre. Et je crois qu'elle est ça au fond. C'est l'inverse justement du mièvre. Au contraire, c'est quelque chose de même de grave, le romantisme. Et pourtant, c'est souvent ce que vous inspirez, même à votre mari, qui à votre contact a écrit son premier roman, sa première pièce de théâtre et son premier film, Le jour et la nuit. L'histoire se passe au Mexique. Un écrivain tombe fou amoureux d'une actrice. Mettez ça. Le soleil du Mexique est sans pitié. C'est bien. J'aime le soleil, moi aussi. Le film n'a pas rencontré le public. Qu'importe. 15 ans plus tard, vous revenez sur le lieu du tournage et revivez avec émotion les souvenirs d'une période magnifique où l'amour se mêlait à la création. Qué gusto tenerte por acá. Qué gusto. No, no. ¿Te acuerdas de Ariel? Ella sí no ha cambiado nada, es igual de guapa. Ce qui est amusant, c'est que c'est un couple, lui est politique, elle est politiquement incorrecte. C'est vraiment Arthur Miller et Marilyn. Je me rappelle, François Baudot avait écrit, et ce qui est vrai, quand on assiste à l'amour de Bernard-Henri et d'Ariel, on a l'impression que c'est un coup de foudre éternel. Et je crois que c'est un petit peu ça. C'est assez bluffant, je crois que ça peut rendre les gens jaloux, mais on assiste à vraiment une chose d'un amour fusionnel. Quelle était la phrase ? La phrase d'Ariel, il y avait dans le scénario une phrase qui avait été écrite de toute éternité, très importante, et que vous n'arriviez pas à dire car vous trouviez qu'elle ne vous ressemblait pas. La phrase était la suivante. Eh oui, Philippi, d'habitude ce sont les producteurs qui manipulent les actrices. Eh bien cette fois-ci, c'est une actrice qui a manipulé un producteur. Et vous descendez. Ah d'accord. Eh oui, Philippi, d'habitude ce sont les producteurs qui manipulent les actrices. Eh bien, cette fois... avouez qu'il arrive que ce soit... 15 ans après, vous n'y arrivez pas. C'est incroyable. Mais en plus, c'était absurde de dire ça, parce qu'elle ne manipulait rien du tout, elle était tombée amoureuse, c'est tout. Alors on n'est toujours pas d'accord. Et oui, Philippi. D'habitude, ce sont les producteurs qui manipulent les actrices. Eh bien, cette fois, admettez que c'est une actrice qui a manipulé un producteur. Bravo. Quelque chose comme ça. Bravo. Créer, chanter, danser, vivre. C'est votre force. Votre énergie se propage et inspire. Les réalisateurs vous veulent. Vous êtes en tête d'affiche de nombreux films et séduisez un large public. Je me disais, mon Dieu, qu'il y ait une femme comme ça sur la Terre. Mais ce n'est pas possible. Ce que j'aimerais être cette femme-là, moi. Mademoiselle, vous ne vous sentez pas bien ? Vous avez des partenaires prestigieux et enchaînez les films. Au total, plus de 70 longs métrages et une trentaine de séries et de téléfilms. Votre goût pour la métamorphose vous permet d'entrer dans des univers très différents. Je suis très fière d'avoir
un spectre de rôles très très différents. On croit m'attraper là, mais je suis totalement ailleurs aussi. Et j'ai joué des grandes romantiques, mais j'ai joué des personnages comiques, j'ai joué des personnages insignifiants, j'ai joué toutes sortes de choses qui m'ont toujours apporté à moi quelque chose. Mais vu de l'extérieur, ça peut paraître étrange. Sonido. Ay, qué bonito, venga. Acción. Como diría el arzobispo, es preciso que yo disminuya. Ce métier, c'est aussi les rencontres, les voyages. Vous profitez d'un tournage à Mexico pour retourner sur les lieux de votre enfance. On va arriver dans mon quartier. Como ha cambiado. Sí. Voilà, ça c'est tout près de chez moi. Ça, c'est mon église. Voilà ma maison. Oh là 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 là. Je peux pas croire. Voilà ma maison, alors maintenant elle est coupée en deux. La voilà. Je peux pas croire. C'est pas possible. C'est horrible, en plus ça a été brûlé. Difficile de choisir entre la réalité et la fiction. Les artistes savent si bien sublimer leurs failles. Et vous continuez, coûte que coûte, à tenir votre rôle. Vous savez, c'est la fameuse phrase de Cocteau, « Ce que les autres te reprochent, cultive-le, c'est toi ». Et de ne pas avoir transigé avec ce qu'elle était a finalement entraîné un renversement et d'actrice reçue par le grand public comme une personne insolite, elle est devenue une actrice très aimée. Parce qu'on sentait que cette personnalité vraiment ne se plierait à aucun autre système que le sien propre. Et ça, le public aime bien ça. Et le public ne se trompe pas. Le succès est au rendez-vous, mais vous restez simple, abordable. Vous ne refusez jamais lorsqu'on vous sollicite pour participer à des événements caritatifs ou mettre votre notoriété au service de plus grandes causes. Madame, je peux vous dire que nous sommes particulièrement honorés de votre présence ici à Béché, au fin fond de l'Est tchadien, dans cette région particulièrement difficile. C'est un rayon de soleil venant de la France. Et donc pour nous, c'est un ravissement. Voilà, mon cher général. C'est mon dernier album qui est sorti cette semaine. Voilà, merci beaucoup. Pour David. Oui, s'il vous plaît. Pardon. Moi, c'est la fiction et vous, c'est le terrain. Pas facile. Il aurait été facile pour vous de vous afficher au bras de votre mari, connu pour ses engagements politiques et humanitaires. C'est volontairement que vous n'allez pas sur son terrain et vous vous investissez vous aussi pour de nombreuses causes.
Sur scène, la chanteuse fait honneur à ses modèles, les pin-up glamour des années 50. Ce style vous va ravir. De se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long. Vous vous produisez en France dans les plus grandes salles. Le succès de vos albums vous mène jusqu'à New York, où vous donnez quelques représentations exceptionnelles au mythique Supper Club. Tonight, ladies and gentlemen, we are extremely honored to open the stage to a wonderful woman. She is an actress, but above all a singer. Ladies and gentlemen, please welcome the enigmatic, the magical, the magnifique Ariel Dombal. C'est si bon. Vous excellez dans ce rôle de chanteuse glam et excentrique. Votre fantaisie attire les artistes les plus inattendus. Since the Yankee come to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say they treat them right, make Trinidad like paradise. Drinking rum and Coca-Cola, going out for the crew. J'ai tout le temps envie de me surpasser, d'être quelqu'un qui n'arrive pas à saisir non plus, et qui est fort, et qui est aussi faible, et qui... Enfin bon, voilà. Mais je pense qu'on est toutes comme ça. C'est une manie. Il vous en faut toujours plus. Et souvent, vous vous mettez toute seule dans des situations plus que délicates. Elle m'a proposé d'être leur étoile, etc. pour la saison. Oui, tu vas être nue ou pas? Oui, je dois être nue parce que c'est du strip, c'est le temple du nu, l'endroit. C'est soi-disant. De ces filles nues, mais toi pas nue. Non, mais moi je serais semi-nue. Je sais pas, je sais pas encore comment, mais bon. C'est fou cette idée. L'idée est bien en soi, mais elle est périlleuse. Hein. Je ne dis pas ça pour t'empêcher de le faire. Justement, mais réfléchis. Mais en même temps, comme ça, dans Paris. Être où j'en suis et faire ça, je trouve qu'il y a quelque chose de presque comme une provocation surréaliste. Mais j'ai très peur. On a genre du délire là. Je meurs de peur. Mais c'est du délire, non? C'est un peu du délire. Tout le monde vous met en garde. Le challenge est risqué. Votre mari est inquiet. Et vous avez peur d'égarer votre public. Vous faites confiance à votre intuition. Mesdemoiselles, bonsoir, sur scène dans 25 minutes sur scène, s'il vous plaît, merci. Good evening. Tonight, the Crazy Horse is proud to present our special guest star. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Et ça marche. Vous créez la surprise. Vous êtes éblouissante. Un peu trop peut-être pour votre premier spectateur. Par de longs vagabondages, j'ai voulu briser mon cœur. Bernard Henry était sûrement partagé par le fait d'être fier que sa femme soit peut-être si fêtée par Paris. Mais c'est quand même sa femme, et toute nue sur une scène, ce n'est jamais très simple. Elle a été récompensée pour sa générosité à l'égard du public et à l'égard du spectacle, puisqu'elle est devenue maintenant une icône de notre époque, qui est une icône très large en plus. Vous revendiquez une performance surréaliste et pleine d'audace. Vous offrez un show d'une insolence inoubliable. Les femmes, au lieu de la considérer comme une rivale, l'ont considérée peu à peu comme une sœur.
voire même comme quelqu'un qui les représentait très très fortement et qui traversait la vie comme beaucoup d'entre elles auraient souhaité la traverser. On vous dit obsédé par votre corps, on vous admire et en même temps, votre beauté hors du temps intrigue. On sera tous un jour des gens très vieux et nous les actrices, on doit toujours faire semblant que nous sommes des sortes de déesses au-dessus du temps. Mais on ne l'est pas. Et donc comment est-ce qu'on se débrouille avec ça? Comme on peut. On pourrait penser que c'est une, en se méprenant totalement, que c'est une poupée Barbie, et c'est l'inverse de ça en vérité. C'est-à-dire que si elle est poupée Barbie, c'est qu'elle le choisit, mais par moment, de paraître une poupée Barbie. Mais c'est tout autre que ça. C'est-à-dire qu'elle est pleine de femmes à la fois, comme je vous le disais. Elle est à la fois Barbie et son contraire. Qui est-on? Que captent les êtres de ce que vous êtes? On parle beaucoup de ne pas juger les gens sur le faciès, mais les actrices, on nous juge sur l'apparence, le visage, c'est notre être. Donc il faut essayer de jouer avec ça et de le prendre plutôt légèrement, parce que sinon c'est intoxiquant. Et il y a beaucoup de très grandes actrices qui ne supportent plus leur image et qui en meurent. Difficile de ne pas se laisser piéger par sa propre image. Derrière la blonde, vous n'êtes que nuances et profondeur. Elle a une légèreté, parce qu'elle a l'élégance de la légèreté, je crois. Elle est extrêmement élégante et apparemment insouciante. Mais en vérité, d'ailleurs, on s'en rend très bien compte. Une chose qui m'avait frappé, d'ailleurs, la première fois que je l'avais vue, mais je l'ai vue après, par la suite, avec vraiment des prises de position, quelquefois très étonnantes. PD, Goudou, Tapette, Rôdeuse, Lopette, Gouinasse. On sait leur donner des noms, mais très peu de droits. Le mariage est un droit pour tous. Sa liberté, c'est aussi sa liberté de parole. Elle montre ses opinions, ce qui est une chose rare. Reculez. Je vous invite à venir nous retrouver ce soir, place de la Bastille, pour le premier Kiss-In géant. Icône gay, icône pop, vous rencontrez un poète du 21e siècle qui vit apparemment sur la même planète. Bon, alors, c'est quel numéro? Alors, le numéro 3. Extra, je suis extraterrestre, extra, je suis extraterrestre, je vois les choses pour les choses de l'au-delà. Je suis extraterrestre, extra. Je suis extraterrestre, mon cœur bat. Même quand il n'y croit pas, il bat dans l'au-delà. Dans cette nouvelle galaxie, on trouve toutes sortes de personnages étranges. Comme votre complice, le créateur Vincent Darey, qui vous suit depuis toujours dans toutes vos folies. Super. Ariel, elle vient d'une autre galaxie. Vous êtes armé de votre mini-caméra, comme vous l'appelez, toujours en création, en récréation. Ça, il faut les deux pour que ça devienne magique. Elle arrive.
de l'Atlantique, elle répand tous ses fantastiques. Vous êtes définitivement sur orbite, de plus en plus décalé, perché comme on dit. Vous n'êtes pas toujours comprise, mais on adorerait jouer avec vous. Vous suivre dans cette création psychédélique, jusqu'à votre concert vidéo glam show, où vous réalisez une vingtaine de vidéos qui serviront de décor. Une belle illustration de votre esprit libre. On me reproche d'être... on n'arrive pas à m'attraper tellement je fais des choses paradoxales et dans des univers incohérents, qui ont l'air incohérents. Pour moi, je m'y retrouve tout à fait. Reprocher, si tant est qu'il y a des gens qui le fassent, à Ariel Dombal de se disperser, c'est tout simplement ne pas comprendre ce qu'est l'âme d'un véritable artiste. Savoir qui l'on est, savoir où l'on va, finalement ces questions nous concernent tous. Mais lorsqu'on est exposé, d'autres répondent à votre place. Vous voyez votre vie déformée. Vous avez appris à vivre avec les rumeurs les plus extravagantes, les plus blessantes. Ce qui est compliqué, c'est d'être en pleine lumière et de quelquefois, quand on veut être sous la terre et se cacher et être comme un petit animal derrière un rocher, on ne peut pas l'être parce qu'on est toujours traqué. Comme toujours, de chaque blessure, vous ressortez toujours plus créative et aujourd'hui un peu plus sereine. Une fois de plus, prête à repartir sous les projecteurs. Ce qui la motive, c'est les projets les plus ambitieux et les plus romanesques possibles. Je crois qu'elle vit déjà sa vie comme un roman, elle est un personnage de roman, elle a une force qui fait qu'elle va jusqu'au bout et qu'elle n'a peur de rien. Ce qui est particulièrement attachant avec Ariel, c'est que c'est une artiste dans la pure acception du terme, c'est-à-dire une artiste à la Cocteau. Il disait oui à tout, et alors les gens qui ne l'aimaient pas disaient « Ah, c'est un brouillon, un touche-à-tout ». Bon. En vérité, c'était une affaire de générosité. Ariel appartient à cette génération-là intellectuelle, c'est-à-dire aux enfants ou aux petits-enfants de Jean Cocteau. Et elle est donc quelqu'un qui prend le monde tel qu'il est et qui en fait quelque chose. Ce n'est pas un hasard si votre ami Frédéric Mitterrand cite Cocteau, car c'est justement l'un de vos projets, réaliser un film sur cet artiste qui vous est si familier. Même si l'on commence à mieux vous connaître, vous restez pleine de mystères. Elle m'a dit un jour une chose très mignonne, elle m'a dit, voilà, moi j'ai été élevée quand j'étais petite pour être une princesse. Mais dans le fond, je ne suis pas une princesse, je suis un capitaine. Elle est un acteur de sa vie, elle n'est pas du tout quelqu'un qui se laisse porter et qui subit les choses de sa vie. C'est un vrai capitaine. Étant une vraie romantique, c'est l'amour avant tout, je crois. L'amour, la passion, donc c'est sa vie et pour l'amour.
Ce qui compte, c'est la journée d'aujourd'hui. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait maintenant. Ce qui compte, c'est se lancer dans les aventures. C'est ça qui compte. Et c'est pas accumuler des trophées ou penser à une carrière, etc. La carrière, ça veut rien dire. Ça n'a pas d'intérêt. Ce qui a de l'intérêt, c'est d'être lié à son moi intérieur et à son idéalisme. Et pour être bien, et pour être en harmonie avec soi, c'est ce qui compte.